Alors, je suis Eloïcha Isa, une artiste, auteure, compositeur, interprète et productrice. Je suis beau, je suis faux, avec mes cheveux en afro, je m'adore. Je suis unique, je suis moi, Afro-Gucci, ça c'est ma loi. Bonjour Eloïcha, Bonjour. qui es-tu? Alors, je suis Eloïcha Isa, une artiste, auteure, compositeur, interprète et productrice. Et ça fait maintenant 20 ans que je suis dans la musique. Comment la musique est rentrée dans ta vie? Alors, la musique est rentrée dans ma vie parce que je viens d'une famille mélomane. J'ai une maman qui est ivoirienne, bété, et qui m'a vraiment fait grandir dans la culture africaine, avec du Koffi Olomidé, du Monique Seka, les garagistes, les Sport 2000, etc. Mon papa est français, et il écoutait aussi toutes les plus grandes plumes de la musique française. Moi, j'ai été bénie aussi par Francis Cabrel, donc ça n'a rien à voir. Donc, je viens vraiment de deux milieux, et avec un frère rappeur qui était rappeur amateur. J'ai grandi dans le 77 à Savigny-le-Temple. Et en fait, il avait transformé le garage des parents en studio d'enregistrement. Donc, en fait, j'étais vraiment la petite fille de 7-8 ans qui se faufilait dans le studio d'enregistrement, qui écoutait mon frère rapper. Et je volais ses cassettes à l'époque, ses phases B. Et j'ai écrit mon premier texte de rap et de chant sur Capone and Orega Invincible. Voilà. D'ailleurs, à 8 ans, tu remportes un concours de chant. Ouais. Ce souvenir, il représente quoi pour toi aujourd'hui? Ah, ben moi, ça représente, on va dire, une première scène, ce concours de chant que j'ai gagné quand j'avais 8 ans. J'ai chanté Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion. C'est simple, c'est la première chanson que je connaissais par cœur parce qu'à l'époque, il y avait le single de Céline Dion et il y avait les paroles. Donc, en fait, je m'amusais à apprendre les chansons, à chanter sur Céline Dion et pour moi, ça a été vraiment révélateur parce qu'en fait, à ce moment-là, je me suis dit non, mais c'est ça que je veux faire plus tard et j'ai toujours su que c'est ça et surtout que c'était ce contact avec le public que je voulais privilégier pour ma vie. Tu as dit que tu as commencé à écrire tes premiers textes sur des instrus hip-hop. Ouais, complètement. Cette petite fille, elle cherchait quoi à cette époque? Cette petite fille, elle s'identifiait aux stars qu'elle voyait à la télé. Je m'identifiais aux Spice Girls, je m'identifiais à Mélanie B. C'était la première métisse qui nous représentait à l'époque avec le cheveu afro. Je m'identifiais aussi, vous allez rire, à la poupée Starla. C'était la poupée avec le micro. Et en fait, j'avais envie de devenir cette poupée star-là avec son micro. Et voilà, en fait, j'ai toujours aimé me montrer. Faut pas se mentir. J'ai toujours aimé montrer, danser. Je faisais des pestacles à mes parents. En plus, moi, mes parents m'ont eu très jeune. Donc, faut savoir que mes parents, les 15 premières années de ma vie, pratiquement tous les samedis, il y avait des fêtes à la maison. Donc les amis de mes parents étaient DJ, donc vraiment quand je dis que j'ai grandi dans la musique, j'ai même grandi, on va dire, dans la fête. Donc j'ai vraiment été dans ce truc-là, à aimer danser, chanter, et je pense que j'ai jamais été vraiment timide du coup. Justement, tu as grandi entre la variété française, le hip-hop, la musique africaine. Comment cette pluralité t'a construite artistiquement? Alors cette pluralité d'être polyvalente, autant chanteuse, rappeuse, danseuse, bon surtout avant, mais il y a des beaux restes, un petit peu aussi comédienne et aujourd'hui coach vocal. C'est vraiment quelque chose qui m'accompagne au quotidien. Je pense que j'ai toujours voulu me construire avec toutes ces disciplines mélangées. C'est vrai que aujourd'hui, on est dans une époque où c'est devenu normal. Mais moi, à l'époque, j'étais très jeune, j'avais 12-13 ans quand je me suis fait remarquer pour la première fois lors d'une scène, dans le 77. Et c'est vrai qu'en fait, on me demandait souvent de faire un choix. On me posait toujours cette question, mais qu'est-ce que tu es? Tu es chanteuse, tu es rappeuse, tu es danseuse, tu es comédienne, qu'est-ce que tu es? Et en fait, moi, je disais quoi? Je suis artiste. Et pour l'époque, ça faisait un petit peu arrogante. Mais voilà, aujourd'hui, je trouve qu'on est dans un truc où, en fait, quand tu es artiste avec un grand A, et il y a plus de frontières. Donc, je suis artiste, pour répondre à ta question. La petite Eloïcha, elle grandit et elle se retrouve à la télé en 2006 pour la saison 6 de la Star Academy, c'est ça? Tout à fait. Comment as-tu vécu cette expérience? Alors, j'ai bien vécu cette expérience, mais il faut savoir qu'il y a eu des steps avant cette expérience. C'est qu'en fait, moi, j'ai été repérée en 2005 en faisant un concours qui s'appelait R&B Battle. C'était organisé par Yahoo.fr et Endemol et Universal Music.
Le jury était composé de Obam, de la chorale We Are One, de Olivier Nuss. Voilà, il y avait d'autres personnes dont j'ai oublié les noms. Mais faut savoir que j'ai été repérée parmi plus de 15 000 filles par justement, je pense, ma singularité qui était d'être multidiscipline comme ça, d'être super polyvalente, d'être ancrée dans le hip-hop tout en étant une chanteuse de soul. Et donc, en fait, j'ai signé mon premier contrat d'exclusivité avec Universal en 2005. Et j'avais pas d'équipe, moi, à l'époque. J'étais un petit peu livrée à moi-même. Voilà, je séchais les cours pour faire des concerts, pour aller rencontrer des gens sur Paris, pour me faire connaître, pour dire « Regardez, je suis Eloïcha, j'existe, regardez-moi ». Mais du coup, je proposais pas de maquette forcément à Universal Music. Je connaissais pas tous ces trucs-là. Et on m'a proposé de faire la Star Academy, la 6e saison de la Star Academy en tant que chanteuse-rappeuse. Honnêtement, j'ai longuement hésité parce qu'à l'époque, j'avais quand même un producteur qui misait sur moi, qui s'appelle Da Concepta, qui était le producteur à l'époque du projet BOSS All Star. Et en fait, moi, j'allais chez lui tous les mercredis, il m'entraînait, j'allais au studio, j'écrivais mes 16 mesures à l'époque. Enfin voilà, c'était top. Il y avait vraiment un truc autour de moi, il croyait en moi. Et en fait, quand je lui ai expliqué qu'Olivier Nuss m'avait proposé d'intégrer la Star Academy, il m'a posé un ultimatum. Il m'a dit, écoute, c'est soit t'évolues avec nous et puis on continue à travailler, soit tu fais la Star Academy, mais les deux ne vont pas ensemble. À l'époque, hip-hop et télécrochet ne collaient pas du tout. C'était complètement deux mondes. Comme je dis, aujourd'hui, il y a eu quand même une belle évolution. Et moi, à cette époque-là, très effrontée, j'ai dit, non, mais comment ça? Écoute, je fais la Star Academy. Donc, j'ai fait la Star Academy. Ça a été une très belle expérience. Je pense que ça m'a permis de me professionnaliser, mais ça m'a aussi permis, en tant que femme, souhaitant évoluer dans ce milieu-là, qui est un milieu de requins, de me rendre compte de l'envers du décor et de me rendre compte surtout que, ok, t'as envie de percer, t'as envie de faire de la musique, mais c'est un vrai métier, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de rigueur. Je suis arrivée dans une Star Academy où j'étais l'une des plus jeunes, où en fait, je me suis vite laissée happer par la compétition. Comme on croyait en moi, je me pensais un petit peu arrivée à cette époque-là. Et c'est vrai que j'étais très rebelle et que j'écoutais pas forcément en fait les conseils. Et en fait, j'ai adoré cette expérience parce que ça m'a mis le pied à l'étrier dans le monde professionnel. Ça a été un bond. Mon nom s'est fait connaître grâce à la Star Academy, on va pas se mentir. Maintenant, moi, cette Star Academy de cette époque-là m'a un petit peu bridée parce qu'en fait, je n'ai pas été mise en valeur dans mes compétences. Voilà. Et je trouve que ce côté, à l'époque, très télé-réalité, ils ont trop appuyé sur le truc, c'est la métisse qui vient de banlieue. Voilà, j'ai trouvé ça un petit peu regrettable. Donc, je peux le dire parce qu'aujourd'hui, la clause, elle est dépassée. J'ai demandé à sortir de la Star Academy parce que je trouvais que ça ne collait pas à mon image. En fait, on m'imposait des trucs on m'a imposé de m'habiller en jogging basket alors que j'étais hyper féminine déjà à cet âge-là. Voilà, c'était pas un truc qui me plaisait. Même si aujourd'hui je crache pas dans la soupe et que je remercie Olivier Nuss de m'avoir donné cette opportunité-là. Je suis sortie de la Star Academy et c'est après que je me suis professionnalisée. Je suis rentrée dans le monde du spectacle et de l'événementiel. J'ai passé un diplôme de producteur de spectacle, de vente et de diffusion de spectacles vivants. J'ai passé aussi en parallèle un diplôme dans l'immobilier. Donc j'ai eu 2 CDI pendant très longtemps où j'organisais les plus gros événements à Paris au Réservoir. J'étais un peu la seconde de Marie de Vivo à l'époque du Réservoir. Et puis, à côté de ça, j'étais au Crédit Immobilier de France. Et après, j'ai eu la chance, on va dire, d'avoir un licenciement économique et de pouvoir me lancer à 100% dans la musique. Je suis restée dans l'événementiel. J'ai continué à faire des émissions. J'avais mon émission de télé, une émission de Web TV qui s'appelait Eloïcha Invite. C'était une sorte de mini taratata de la scène urbaine où j'invitais des artistes en live avec des interviews. Ça marchait vraiment bien. Puis après, j'ai arrêté. Et un peu plus aguerrie, un peu plus mûre, même musicalement. J'ai toujours continué à bosser, mais avec des musiciens dans un autre registre. Et en fait, beaucoup plus mûre, ayant rencontré aussi des producteurs qui ne servaient à rien, voilà, sans citer de nom. Je me suis dit, non, mais en fait, tu peux tout faire toute seule. T'es une grande dame aujourd'hui, t'es pas une jeune femme, t'es une grande dame. Et je me suis dit, non, mais aujourd'hui, je suis plus aguerrie, j'ai des choses à dire, je sais où je veux aller, je sais ce que je ne veux plus. Donc, je me suis dit, bon, allez, on se lance, ça y est, je repars sur un projet. Voilà. Ton expérience donc, dans cette émission
qui s'est arrêté à ta demande, t'a donc permis d'avoir un déclic intérieur pour te professionnaliser, d'être en fait une businesswoman. Exactement, complètement. Je suis retournée à l'école, en fait. Je suis retournée sur les bancs de l'école et je suis partie bosser la musique, mais on va dire dans le hood. C'est-à-dire que je suis repartie faire des scènes ouvertes. Un an après, je me suis même fait huer. Un an après, je me suis fait huer parce qu'en fait, je sais pas, à l'époque, il y avait vraiment un truc où, voilà, tu viens de la Star Academy, c'est deux mondes. Tu peux pas aller dans les scènes parisiennes de la soul ou du hip-hop. Et il faut savoir que moi, à l'époque, en plus, mon choré, c'était Slimane, c'est assez marrant. Et donc, je me souviens de cette première scène que j'avais faite au Bauer 2. C'était les Soul Sessions, il me semble, le nom de ces événements-là. Et j'arrive, je chante, et là, les gens prennent une claque en mode oh, « Putain, mais on est désolé, on savait pas que tu chantais comme ça. » C'est qu'en fait, les gens étaient restés sur un truc où c'est une pseudo-rappeuse qu'ils ont mis là. Et en fait, ils se sont dit, non, mais elle a pas de voix, la fille. Alors qu'en fait, j'ai toujours eu un univers, j'ai toujours eu ma voix. Et j'ai eu l'impression de devoir me refaire une street crédibilité. Et une fois que je me suis refaite, et que, franchement, volontairement, j'ai voulu un petit peu effacer cette image de la Star Academy pour pouvoir revenir un peu plus crédible en mode, non, mais je suis moi, quoi. Voilà. Ce qu'on retient de toi, c'est que tu es une artiste, en réalité, qui a toujours su qui elle était et qui, malgré les obstacles et les épreuves qui arrivaient devant toi, tu as su toujours imposer qui tu étais. Oui, c'est ça. C'est ça. Après, envers et contre tous, parfois. Hein, c'est des fois quand tu es une artiste qui est un peu... Je dirais, j'ai l'impression que quand tu es une artiste qui est un peu entrepreneur et qui sait ce qu'elle veut, ça fait peur à beaucoup de pseudo-producteurs. Après, Dieu merci, aujourd'hui, voilà, au moment où j'ai voulu commencer à faire mon projet, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Pierre Mafoy, qui aujourd'hui est mon manager et associé, et on avance ensemble sur mon projet. Peut-on parler de toi en tant qu'une artiste femme militante? Oui, complètement. On peut dire que je suis une femme militante et engagée. Déjà c'est pendant le Covid que j'ai commencé à vouloir reprendre un projet. Et j'ai fait pas mal de freestyle. J'ai fait un freestyle contre Zemmour qui a été censuré, qui est passé partout, sur Move, sur Génération, sur Skyrock. Et vraiment, il a vraiment été apprécié. J'ai fait un freestyle contre le pass sanitaire aussi qui a été apprécié. Mais après, voilà. Après, je pense que on peut dire que je suis un peu schizophrène, hein. Parce que t'as vu, après ça, je chante Afro Beauté, ça n'a rien à voir. Mais ça reste dans un truc où on peut dire que je suis une femme et une artiste engagée. Et oui, je pense que je l'assume. En fait, si tu veux, je fais les choses avec le cœur. Donc, je le fais pas en me disant, j'écris ces choses-là, j'écris ces freestyles, je fais ces titres-là pour qu'on dise de moi que je suis une femme engagée. Je pense qu'en fait, je le suis. Voilà. Tu es naturellement militante. Je le suis naturellement, ouais. Tu as une double identité, donc ton identité de femme afro. Mm-hmm. Tu es métisse, tu es artiste, entrepreneuse. Est-ce que tu arrives à porter ces poids, puisque c'est quand même des poids dans cette société, ou est-ce que c'est compliqué de tout gérer Alors aujourd'hui, je trouve que... Alors je vais pas dire que je suis féministe, parce que le concept de féminisme, il est un peu dur. Je trouve que le féminisme, c'est comme si tu dénigrais un petit peu les hommes, alors que moi, je suis vraiment dans un principe d'égalité. Je trouve qu'aujourd'hui, non, c'est pas un poids pour moi d'être une femme et entrepreneur, parce que je trouve qu'aujourd'hui, le nouveau modèle économique, c'est même si tu as une équipe, toi-même, tu dois être entrepreneur, et c'est ce qui va même guider et entraîner ton équipe à être encore plus productif avec toi. Donc après, le seul défi, effectivement, quand on a la tête un petit peu partout, c'est d'arriver à se canaliser et à mettre les énergies au bon endroit et en beau moment. Ça, c'est encore pour moi des fois une discipline. Voilà, mais je travaille dessus. Maintenant, c'est vrai que j'ai pas de mal aussi à déléguer. Voilà, j'ai pas de mal à déléguer. Aujourd'hui, je suis coach aussi vocal parce que et je donne des conseils aussi. Je fais un petit peu de consulting aussi pour d'autres artistes parce que je trouve qu'aujourd'hui, quand on a une certaine expérience et que on est une femme engagée, il va de soi d'apporter aux générations d'après justement son savoir-faire. Donc voilà. Non, aujourd'hui, pour moi, c'est important d'être complète. Voilà. Autant entrepreneuse qu'artiste. C'est la même chose pour moi. Voilà. On a parlé de tes freestyles, celui contre le pass sanitaire, contre Zemmour, et il y a un titre qui a vraiment tout explosé il y a peu de temps, c'est Afro Beauté. Totalement. Ça a été un vrai succès. Ouais. Quand tu as écrit ce titre, tu t'attendais à ce que ça résonne autant? Alors moi, on a écrit Afro Beauté
on a pensé Afro Beauté avec Pierre Mafoy et ma nièce. Parce qu'en fait, quand ma nièce est comme ma fille, elle a malheureusement perdu sa maman, donc on a un lien très, 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 très fusionnel, très proche. Et en fait, elle est rentrée de l'école en pleurs, je suis partie la chercher, elle m'a dit, Tata, à l'école, vraiment, ils se moquent de moi. Déjà, depuis l'année dernière, ils se moquent de moi, je subis du harcèlement scolaire. Et ils disent que je suis moche, que je peux pas être une princesse, que mes cheveux ne ressemblent à rien. Et elle était vraiment très attristée. Et en fait, je me suis cachée dans un coin pour pleurer. Parce qu'en fait, ça m'a renvoyé moi-même à la petite fille métisse que j'étais avec mon cheveu afro, que ma mère était fière de coiffer parce que mes cheveux, c'est mes racines, c'est ma négritude, en fait, dans toute sa splendeur. Et en fait, je me suis dit, comment ça se fait qu'en 2025, nos enfants subissent encore ce genre d'harcèlement et de discrimination. Et là, j'ai dit à ma nièce, écoute, on va prendre une feuille, un stylo, tu vas mettre des mots et on va en faire une chanson. Et c'est de là qu'est née Afro Beauté. On a d'abord écrit le refrain, en fait. Au début, c'était juste ma nièce qui devait chanter et je lui ai dit, tu sais quoi? On va essayer de créer comme à l'école, comme une cour de récréation. Donc, on va chercher plein d'enfants. Donc, avec Pierre et des amis, on a sélectionné tous les enfants de mes amis et on a fait une chorale. On a fait cette chorale et on a mis après le refrain sur les réseaux. Donc, on l'a mis sur TikTok, sur Instagram et là, boum, ça fait des chocs à pic, comme on dit. Ça a été un délire. Des millions de vues, des messages, des influenceuses sans qu'on les paye. Qui refont la trend. Et là, on s'est dit, ah ouais, là, il se passe quelque chose. Et en fait, tu dis, mais quand t'es sincère, quand il y a vraiment un truc qui vient du cœur, ça, bingo, quoi. Et puis après, on a sorti le clip, on a fait le refrain. Et là, aujourd'hui, Afro Beauté, c'est devenu plus qu'un titre. On n'est pas sur un single avec Afro Beauté. Sur Afro Beauté, on est sur un hymne dans le temps. D'Afro Beauté, on en a créé l'Afro Beauté Tour, qui est un projet, c'est même pas un projet, c'est un dispositif qu'on met en place où en fait on va dans les ONG, dans les écoles, on va sensibiliser les enfants contre le harcèlement scolaire, sur l'estime de soi, la valorisation de soi, contre la discrimination capillaire. Pierre Mafoy, donc mon associé, a aussi fait un livre qui s'appelle L'histoire merveilleuse d'Isa, qui retrace l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Isa, donc qui a subi de la discrimination capillaire à l'école et qui va découvrir le morceau Afro Beauté. Et puis après, je vais pas tout vous spoiler, allez l'acheter. L'histoire merveilleuse d'Isa, qui a été très rapidement en rupture de stock sur Amazon notamment. Voilà. Et en fait, voilà. Donc, la Afro Beauté, c'est vraiment devenu un gros projet. Il faut même savoir qu'en fait, l'histoire merveilleuse d'Isa, donc on revient de Côte d'Ivoire, il a été réédité là actuellement pour la Côte d'Ivoire. Il est déjà en précommande dans plus de 5000 écoles là-bas en Côte d'Ivoire. Et puis, on va traverser les frontières. Là, il est même demandé aux États-Unis et au Canada. Afro Beauté est rentré dans un programme qui s'appelle le Mani Musical. Il est étudié par 7000 écoles à travers les États-Unis et le Canada. Et là, actuellement, on me demande une version anglophone. Donc, chaque semaine, je fais un Zoom, des vidéoconférences avec des élèves qui apprennent le français, donc aux États-Unis et au Canada, et sont complètement fans de la chanson. Moi, j'en pleure. Des fois, je sors du Zoom, Pierre me voit et me dit, mais t'es sérieuse, t'as de pleurer? Je dis, non, mais tu sais pas. J'ai dit, pour moi, ça, c'est la plus belle récompense en tant qu'artiste, en fait. Ça veut dire que tu sers à quelque chose en plus, tu vois. Ça veut dire que c'est un message qui parle aux gens. Et puis, tu te fais connaître outre-Atlantique, en fait. Donc, c'est complètement un délire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, mais qu'est-ce que t'attends? Faut enquiller, faut sortir d'autres morceaux, faut faire un album. Je dis, franchement, c'est vrai. J'ai dit, mais Afro Beauté, c'est tellement devenu même une entreprise, le truc, que, en fait, ça nous prend tellement de temps et tellement d'énergie, mais avec amour, hein. Avec amour et passion, que en fait, on est complètement dans ce projet-là qui est Afro Beauté. Et puis, on commence même à grandir peut-être même la famille Afro Beauté, en fait, parce que là, on nous attend au Canada, aux États-Unis. J'ai même envie, moi, à chaque session, à chaque fois que je suis appelée dans un pays, de ramener un guest avec moi. Peut-être quelqu'un, un coach en estime de soi, enfin, tu vois, coach de vie. Enfin, voilà, j'ai vraiment envie de créer un truc plus gros parce qu'en fait, ça nous dépasse, quoi. Et c'est merveilleux. Justement, tu parles d'estime de soi et c'est justement là où je voulais en venir. C'est que quand on écoute le refrain, quand on le chante et ça reste dans la tête, c'est comme un mantra de confiance en soi. Complètement. À notre époque, on n'avait pas ce genre de choses pour nous. C'est ça. Et c'est vrai que ce que tu as fait, c'est fort. C'est fort. C'est vrai que c'est très fort. Et
moi, aujourd'hui, je reçois des témoignages de parents et d'enfants remplis d'amour et qui me disent « Non, mais je suis heureuse parce qu'en fait, grâce à toi, grâce à ta chanson, mon enfant assume son afro. Mon enfant ne me demande pas forcément de se raser la tête avant d'aller à l'école ou voilà, assume son identité. » Moi, j'ai ma nièce, en l'occurrence, qui a fait lire à l'école ce livre, donc l'histoire merveilleuse d'Isa. Et elle nous a fait des retours extraordinaires. Donc, en fait, c'est-à-dire que même ces harceleurs sont venus vers elle pour s'excuser, pour dire « Je savais pas à quel point ça te faisait du mal. On s'excuse vraiment. » Et donc, en fait, il y a vraiment ce truc magique qui se passe où, en fait, même les enfants prennent, réalisent, en fait, à quel point la discrimination capillaire est un vrai sujet et qu'en fait, les moqueries peuvent vraiment être quelque chose qui heurte l'autre enfant. Voilà, on s'en rend pas compte, c'est quelque chose qu'on a tendance à ne pas prendre en compte chez nos enfants. Voilà, et même les parents, grâce à ce livre et à cette chanson, les parents sont un peu plus au taquet sur les sentiments que peuvent avoir leurs enfants à l'école. Enfin voilà, il se passe vraiment un truc merveilleux et on vous invite tous à streamer cette chanson et à acheter ce livre. On parle trop peu de santé mentale dans nos communautés. Tu faisais référence à la discrimination, à l'harcèlement. Et c'est vrai que les moqueries qu'on a en tant qu'enfant, ça façonne l'adulte qu'on devient. Comment tu vis cette question personnellement de santé mentale dans la communauté afro ? Bah déjà, aller voir un psychologue chez nous, c'est tout de suite red flag. Enfin, c'est pourquoi aller voir un psychologue ? Je vais très bien, ça sert à rien. Ça, c'est vraiment, on a vraiment un souci, on se met des barrières avec ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye de sensibiliser, en tout cas que j'essaye en tant qu'artiste de sensibiliser un maximum notre communauté aussi. Pour moi, c'est pas tabou. Moi, j'ai été en dépression. On parlait de la Star Academy. Moi, j'ai été en dépression après la Star Academy parce que, et puis j'ai même pris du poids après la Star Academy. Tu vois, là, on parle de discrimination capillaire, mais dans ce milieu qui est la musique aussi, il y a beaucoup de grossophobie. Alors même si tout s'ouvre aujourd'hui, hein. Voilà, aujourd'hui, t'es belle, t'es belle. T'es une belle personne, t'es une belle personne. Tu vois, tant que t'es bien dans ta peau, les gens, en fait, c'est ce que tu renvoies aux gens. Peu importe ton poids, peu importe. Moi, j'ai pris du poids après la Star Academy parce qu'en fait, je me suis retrouvée, tu passes à la télé devant des millions de téléspectateurs et du jour au lendemain, tu te retrouves au lycée à Melun, au milieu de quartier, avec des meufs qui, moi aussi, j'ai vécu de l'harcèlement scolaire. Je suis retournée au lycée pour passer le bac, j'avais des nanas qui voulaient me taper. Ils sont venus cambrioler la maison de mes parents. C'est passé sur France 3. Ils ont essayé de brûler la maison de mes parents. Enfin, j'ai vécu des trucs de barjo, moi. Vraiment. Et en fait, moi, j'étais une gamine de 18 ans. Et en fait, on a essayé de me violer aussi. Voilà, je le dis clairement. On a essayé de me violer en sortant de la Starac. Un mec qui sortait de prison m'a dit, voilà, je t'ai vu à la télé, tu m'as rendu ouf. Il m'a fait monter de force dans sa voiture. Il a essayé de me violer. Moi, j'ai vraiment vécu des trucs de ouf. Et c'est vrai que des fois, quand on me dit, putain, à l'époque, on me dit, putain, t'as pris du poids, j'avais envie d'insulter les gens, en fait. Je me dis, mais, putain, je suis une gamine de 18 ans. Même quand tu te fais huer, quand t'essayes après de faire ta première scène parisienne parce que, oh, vas-y, toi, t'es une bouffonne de la Starac. Mais en fait, les gens se rendent pas compte. Moi, je pense que si j'avais pas eu des parents solides, un vrai entourage, j'aurais pu faire des dingueries. Parce qu'en fait, ce que j'ai vécu après, là, j'en parle avec beaucoup de recul, mais en fait, c'est un truc de ouf. Et j'ai même eu un producteur, des années après, qui avait voulu me mettre dans le zouk. En plus, moi, j'ai pas d'animosité envers les gens, mais à cette époque-là, il m'a fait un truc de fou. Bon, le mec était clairement amoureux de moi, tu vois. Le mec était clairement amoureux de moi. Il m'emmène à Miami pour faire un clip. On arrive à Miami, parce que je dis, oh, c'était mon rêve d'aller à Miami faire un clip. J'avais fait un son à l'époque qui s'appelait Viens dans mes bras. C'était un son zouk et en fait, il tournait de fou. Sur Énergie Anti. Après, moi et ma grosse tête de l'époque, là, j'étais là, non, mais moi, j'ai pas envie de personne dans le zouk. Moi, j'ai une artiste de R&B. Il y a aussi ça. Bon, il y a aussi un peu de ma faute, tu vois. Mais on arrive à Miami pour faire le clip. Le mec me dit, oh, toi, t'es ingrate. Non. On t'a dit, fais le clip. J'ai dit, bon, d'accord, je vais faire le clip. Maintenant, il me dit quoi? Non, mais par contre, j'ai pas pris de chambre pour toi. Tu vas dormir avec moi ce soir. Yeah. Hi. Donc, toi, tu te retrouves à Miami. T'es même pas majeur aux États-Unis. Donc, mes grands-parents ont dû me faire un Western Union pour que je puisse reprendre un billet. Enfin, bref, c'était tout un tralala. Et en plus, à cette époque-là, il y avait le volcan. Donc, j'ai été bloquée à Miami. Non, quand je dis que j'ai vécu des trucs, je crois qu'il faut faire un film. Pierre Mafoy, réalisateur, cinéma, auteur, là, il est derrière la caméra, faut en faire un film, je t'ai dit. Non, c'est un truc de fou, franchement. Et même en vous parlant, je me dis, mais en fait,
faut trop faire des conférences où en fait on sensibilise les jeunes filles qui veulent devenir artistes de tous ces travers qu'on peut rencontrer en fait, parce que c'est trop. En fait, c'est trop. Et je vous dis que c'est vraiment ça qui m'a dégoûtée de la musique. En fait, toutes ces expériences-là m'ont dégoûtée de ce milieu-là. Et en fait, tu te dis, et c'est pour ça que je me suis mis dans l'événementiel. Je me suis mis dans l'événementiel. Je me suis dit, non, j'ai plus envie d'avoir un homme à mes côtés où tu sais pas qui est qui, tu sais pas distinguer l'heure du toc. Au début, tu te dis, ouais, j'aime ton talent. Et puis après, tu sais pas s'il aime autre chose ou les deux. Enfin, bref, tu sais plus. Voilà, j'ai même eu un autre producteur, là, qui m'avait ramené en studio. On a enregistré des bangers. Le mec, il me dit quoi? Bon, danse maintenant, montre-moi comment tu remues. J'ai dit, donc c'est ça que tu demandes à tes autres artistes aussi. Tiens. Je me suis dit, non, mais eux, en fait, ils ont pas été habitués d'artistes bêtés, en fait, dans leur sang. Donc, non. Donc, voilà, franchement, il y a eu trop de vécu. Aujourd'hui, je peux dire que, voilà, je suis une femme beaucoup plus aguerrie, beaucoup plus forte. Toutes ces expériences-là, aujourd'hui, c'est pas une faiblesse pour moi. C'est ma force. Vraiment. Et tu peux donc dire que la musique a été une sorte de thérapie pour toi à ce moment-là? La musique, ça a été une sorte de thérapie pour moi, déjà, depuis le début. Parce qu'il y a une période de ma vie où, par exemple, je peux pas trop parler de la vie privée de mes parents, mais c'est vrai que ça n'allait pas super chez moi. Et je me suis réfugiée un petit peu dans la musique pour décompresser, pour me sentir mieux, pour mettre des mots sur mes mots. Et au final, ça m'a toujours accompagnée. Mais c'est vrai que c'est un choc un peu. C'est un choc quand tu te rends compte que, en fait, ce qui te sert de refuge peut aussi se transformer en ton pire cauchemar, tu vois, quand tu commences à essayer de te professionnaliser. Donc c'est vrai que j'ai eu quand même j'ai eu c'est même pas des baffes, c'est des coups de poing dans la gueule en fait. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, pour revenir à ta première question, c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a vraiment ce truc-là d'entrepreneuriat, et c'est pour ça qu'aujourd'hui mon manager est mon manager, mais c'est mon associé, et que j'ai toujours voulu garder la main sur la production et sur mon être, quoi. C'est important. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Eloïcha de 8 ans qui chantait du Céline Dion, si tu pouvais lui parler aujourd'hui? Si je pouvais parler à la petite Eloïcha de 8 ans, je lui dirais, ma chérie, bats-toi, ne lâche à rien. On ne vit qu'une fois, crois en tes rêves, car c'est ton destin. Quand Eloïcha, elle a besoin de se détendre, qu'est-ce qu'elle fait? Eloïcha fait de la boxe. Eloïcha fait de la boxe quand elle a besoin de se détendre. Eloïcha, elle est yo-yo niveau poids toute sa vie. Mais quand elle est bien lunée, comme en ce moment, elle se tape à la salle de sport. Voilà. Et voilà. Et puis, en fait, mais ça tourne en rond, mais aussi quand j'écris beaucoup. J'écris beaucoup et puis je chante. En fait, ça me permet d'extérioriser. Quand tu tapes à la salle de sport, tu t'écoutes quoi comme musique? Je pense que j'écoute... Non, mais vous voyez, ça revient en fait chez moi. J'écoute 11-30 loi contre le racisme, j'avoue, ça n'a rien à voir. Mais en fait, ça me ramène à cette époque où en fait, mon frère m'a mis dans le hip-hop et que j'ai peut-être un problème avec l'enfance en vrai. Hein. mais vraiment, ça me ramène à cette époque-là. Et en fait, ça me renvoie à ce truc-là. Pourquoi je me bats? Pourquoi j'aime la musique? Ça me renvoie sur mon chemin de vie, en fait. Parce que je suis dans ces trucs-là. Ça me renvoie à mon chemin de vie. Et j'écoute Wu-Tang, Capone and Orega. Voilà, tous ces trucs-là, toute cette base du hip-hop. Parce qu'en fait, pour moi, c'est ça la base. Et d'écouter ces trucs-là, ça me donne la force. C'est vraiment ce qui m'habite, quoi. En fait, tu reviens à ta propre base, à ce qui a fait que t'as kiffé. Vraiment. Et c'est vrai que des fois, parce que je suis une chanteuse, voilà, comme je vous ai dit, j'ai double casquette, donc je fais ma musique et à côté de ça, je fais de l'événementiel aussi. Et c'est vrai que quand je fais de l'événementiel, je suis une chanteuse multicasquette. Je peux te faire du I Have Nothing de Whitney Houston. Je vais te faire du Céline Dion, tous ces trucs-là. Je vais même faire du J'irai où tu iras. Mais en vrai, je suis une vraie go du hip-hop, quoi. Et moi, quand tu me demandes, moi, certaines de mes copines chanteuses, leurs références, leurs divas, elles vont me sortir Mariah Carey et tout, mais moi, jamais de la vie. J'adore, hein. Mais si je te dis, moi, mes divas, pour moi, c'est Lauryn Hill et Mary J. Blige, tu vois. Toutes ces go-là qui ont cette fibre hip-hop, tu vois, qui transpire. Donc, voilà. Moi, la rage de vaincre. Ouais, et voilà, c'est vraiment ça. Ces écorchés vivent-là, en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. S'il y a un titre ultime, le titre qui te fait pleurer directement dès que tu l'écoutes. C'est Michael Jackson. C'est Earth Song de Michael Jackson. Franchement, dès que je l'écoute, à la première note, je pleure. C'est un morceau qui me...
Je sais pas, franchement, si c'est horrible ce que je veux dire. Si ça devait être le morceau de fin du monde, ça serait ça. Vraiment. Voilà. C'est chelou ce que je viens de dire. Mais vraiment. C'est un morceau exceptionnel. On parle de fin du monde. Quels sont tes projets à venir avant cette fin du monde? J'ai tellement de projets, mais on peut pas tout faire. C'est pour ça que tu vois, je peux pas être seule dans la vie. Je peux pas tout faire. J'ai un gros projet. Actuellement, je cherche des investisseurs à bon entendeur. J'ai un gros projet. Bon, j'ai mon projet. On va sortir un EP qui va s'appeler Fleur d'Ivoire. Voilà. Avec Afro Beauté, avec la version anglaise aussi, qui est très attendue. Faut savoir que là, les streams là, depuis peu, laisse tomber, je suis à plus de 20 000 streams par semaine. Enfin, en fait, c'est un truc de fou. Faut savoir que nous, on est total indé, là. Et voilà, là, il se passe vraiment quelque chose, je t'ai dit, avec les États-Unis et le Canada. Il y a même récemment un pote, là, qui m'a fait venir en studio. Il m'a dit, non, mais Hello, ça y est, maintenant, faut que tu chantes en anglais, en fait, là. Faut que tu dépasses les frontières, faut que tu chantes en anglais. J'ai dit, tu sais, je suis bilingue, mais t'as vu? Il me dit, on s'en fout, chante en anglais parce que t'inquiète. J'ai dit, bon, on va y penser. Bon, en tout cas, là, voilà. On finalise l'EP. Un 8 titres qui est vraiment dans la DA d'Afro Beauté, c'est-à-dire que je célèbre l'homme noir, la femme, le peuple noir. Je célèbre le peuple noir. D'ailleurs, le prochain single qui va arriver s'appelle Né pour briller. C'est un morceau, c'est un hymne à la beauté africaine, à nos cultures, à nos racines. Et en fait, la petite particularité de ce morceau-là, c'est que moi, j'ai fait ma version, mais en fait, on a fait un featuring avec un artiste par pays d'Afrique. Voilà. Donc c'est un gros bébé qui arrive là très prochainement. Donc il y a l'EP qui arrive. Et à côté de ça, j'ai un autre projet qui arrive qui s'appelle Lumineuse. C'est un projet événementiel en fait où en fait j'interviens que dans le B2B, que dans les entreprises pour offrir en fait aux femmes, particulièrement aux femmes, parce que je trouve que comme je parlais d'égalité, je trouve que les femmes malheureusement dans le milieu du travail sont toujours moins